On peut passer aux questions auditeurs. Donc, nous en avons quelques-unes pour cette semaine également, malgré le All-Star Break. Une première question de Tyler. Tyler qui nous dit quel joueur vous verriez bien dans le registre ou le rôle de Lauri Markkanen dans le Jazz de Will Hardy, en gros, qui pourrait atteindre ce niveau d'efficacité à la finition sur un tel volume ou une telle gamme de tirs, ou, pour reformuler, le système de Will Hardy a fait de Markkanen un All-Star ou un quasi All-Star. Quels sont les joueurs qui pourraient bénéficier d'une telle utilisation ou optimisation? Pourquoi pas un Mikal Bridges, finalement. Un joueur qui est, je pense, un fort shot. Mais en gros, le profil qu'on cherche, c'est un fort shot making, mais qui a pas forcément la capacité de créer pour lui autant qu'il veut, quoi. Donc peut-être ça, peut-être. Franchement, je sais pas, mais toutes les jeunes stars qui ont un peu, tu sais, ce syndrome. C'est pas un syndrome, mais ce côté, tu vois, un Jason Tatum a jamais eu des scores d'efficacité d'ultra élite. Un Anthony Edwards, parce qu'ils ont une sélection de tir. Bon, là, je parle de méga stars, mais du coup, il y aurait pas vraiment d'explosion. Mais tu vois, ce côté vraiment où la sélection de tir en fait, des joueurs chez qui j'aimerais voir une amélioration de la sélection de tir. Et sinon, j'en ai un, mais c'est quelqu'un qui est vraiment ultra inefficace, mais qui pour moi a le problème de toute sa carrière n'a jamais été mis en mouvement off-ball, par exemple. C'est un joueur comme Jalen Green, à qui on demande systématiquement depuis qu'il est en NBA de créer ballon en main. Donc après, c'est un peu le joueur aussi, le joueur flash ultime, c'est-à-dire que c'est des hauts, des bas, mais peut-être que dans un contexte un peu meilleur comme ça, il pourrait y avoir un bon... Après, il part de très très loin aussi, quoi. Oui, oui, c'est vrai. J'essaie de penser à des noms. Est-ce qu'un Zach LaVine, par exemple, qui est déjà de base un très bon finisseur, est-ce que si tu le mets là-dedans, ça peut pas taper des chiffres, justement des chiffres comme un peu comme Lauri Markkanen, tu vois? Ah, j'aime beaucoup, ouais. Ah, j'aime beaucoup, ouais. Ouais, Zach LaVine, c'est bien. Ça, ou alors après, t'as un peu la facilité, comme tu dis, des porteurs de balles. Bah oui, tu les mets dans du spacing, des porteurs de balles, ça, forcément, ça rend mieux, quoi. Mais j'avais pensé à ça. Je me demandais aussi à quel point est-ce qu'un Pascal Siakam aussi, tu vois, peut pas, dans une meilleure optimisation, peut pas redonner des résultats très intéressants. Je sais pas, mais ouais, le profil un peu Zach LaVine qui est déjà bon. À quel point, si tu mets là-dedans, il peut pas aller taper un peu comme Markkanen des chiffres un peu d'élite. Ça pourrait être intéressant, en tout cas, je pense. Donc voilà pour cette question. Question de Flotix qu'on connaît, qui nous dit question rigolote pour l'hebdo. Klay Thompson tout en haut des tablettes du Magic. C'est vrai, c'était une rumeur de cette semaine. La pire fausse bonne idée de l'été ou pas? Ça dépend du contrat, mais après c'est sûr que je vois le côté fausse bonne idée, parce que l'idée c'est que le Magic est peut-être l'équipe avec l'équipe forte avec le pire spacing de NBA, quoi. Mais du coup, c'est une bonne idée. Si tu rajoutes un shooter là-dedans. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est la fausse bonne idée, c'est quoi? C'est si jamais il lui donne un contrat max? Je sais pas, c'est Flotix qui parle de fausse bonne idée. Moi, je suis pas d'accord que c'est une fausse bonne idée, pour le coup. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, quoi. Selon le montant, ça peut être une bonne idée. Non, là où le cas Klay Thompson peut être une fausse bonne idée pour n'importe qui, c'est question de statut, question d'ego et de velléité aussi. Si Klay Thompson, il veut encore beaucoup de responsabilités, il veut des pull-ups et il veut... Voilà, ça peut être problématique, mais non, Orlando qui va chercher un Klay Thompson sobre, on va dire, bah non, j'ai pas trop de problème avec ça, même c'est plutôt pas mal pour le coup. Mais il faut pas que ça soit, je suis Klay Thompson, j'ai 4 bagues, vous êtes que des jeunes, donnez-moi les ballons, quoi. Non, ça il faut pas. Ça oui, ça serait la fausse bonne idée, ce serait un Klay Thompson créateur, mais bon, on n'a jamais vraiment eu trop ça pour l'instant en carrière, donc ça va. Question de Sixella intéressante. Quel est votre All Fun Team de 2024? Les 5 joueurs les plus fun à regarder cette saison. Je vais dire à la main, je crois que je suis obligé de mettre Jalen Brunson. Ouais. Parce que les Knicks forcément, donc il y a un côté très affectif, mais ça fait tellement longtemps que même pour moi, que fan des Knicks, il n'y a jamais eu une saison sous le maillot des Knicks qui m'a fait autant kiffer, donc je suis obligé de le mettre. Ensuite, je mets Podziemski à l'arrière. Ouais, facile. Parce que facile, mais je pense que je mets Paul George parce que j'adore sa saison. J'adore sa saison un peu des deux côtés du terrain. J'ai presque envie, alors j'en ai pas vu assez, mais de ce que j'en ai vu, j'ai beaucoup aimé, mais Vince Williams
Ouais. des Grizzlies. Et du coup, dédicace à Tom, avec qui j'en ai parlé il y a pas longtemps, mais du peu que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Et sinon, je vais mettre Aaron Naismith. Voilà, je vais mettre Aaron Naismith. Et en poste intérieur, euh, je vais mettre. Est-ce qu'on peut mettre Jalen Johnson en 5? Ah oui, tu peux, oui. Bah alors, c'est Jalen Johnson en 5. Et voilà. Ce serait mon 5. Je crois que j'en avais pas mal aussi, le Podziemski et Jalen Johnson. Je crois qu'ils feraient partie de mon équipe également, assez, assez nettement. Est-ce qu'on a le droit de mettre des Doncic et Jokic ou pas? Ou est-ce que c'est triché? Ou alors est-ce que ça respecte quand même le côté, bah, c'est fun, quoi. Je ne sais pas. Ouais. Sinon, je les aurais aussi. Non, moi, j'aime beaucoup Hartenstein aussi. Ce que fait Hartenstein à New York, appelé dans un rôle plus grand. Oh là là, je ne vais pas parler d'Artenstein aujourd'hui, Guillaume. Non, mais Hartenstein, moi, j'aime beaucoup. Sinon, je réfléchis, qui c'est que j'aime bien regarder. Bon, les Lakers, Austin Reeves, j'aime beaucoup aussi aux Lakers. Mais ouais, il y aurait de quoi faire. Mais c'est vrai que Jalen Johnson, c'est ultra fun à regarder. Moi, j'aime bien ton équipe aussi. Tu vois, j'ai juste rajouté 2-3 remplaçants, mais je suis d'accord avec ton équipe, pour le coup. Mais voilà. Question de Tex Filou. En regardant les stats avancées actuelles, comment expliquez-vous qu'un joueur qui est 6e au VORP, 10e au PER, 4e au WinShare, 8e au Box Plus Minus et qui joue 35 minutes de jeu soit autant sous-évalué dans vos classements All-Star ou Top 100? Évidemment, parlant de Sabonis. Je pense parce que déjà les stats qui ont été cités, c'est pas forcément les modèles que je prends en compte parce que c'est souvent des modèles, par exemple le PER, qui tient en compte que de la production, quoi, en gros. Et pas forcément des stats, voilà que. Donc c'est pas. Déjà le premier truc, c'est que c'est pas les stats que je mettrais le plus en avant, mais je pense que c'est surtout parce que avec Sabonis, il y a un côté compromis immense, mais offensif et défensif en fait. Défensivement, évidemment, mais offensivement, on parle quand même d'un joueur qui est pas forcément le scoring le plus incroyable. Donc en gros, il faut que tous les ballons passent par lui. Donc voilà, et enfin voilà. Donc pour moi, c'est un joueur qui a énormément de compromis, donc j'ai du mal à le valoriser énormément. Oui, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'on a ce sont des mesures enfin, des stats qui essaient de mesurer un impact, mais il y en a qui sont très imparfaites, d'autres un peu moins, mais quand même imparfaites. Mais tu vois, par exemple, quand tu dis le PER, c'est de la production. PER, en gros, c'est un remix de points, passes et rebonds. En gros, hein. C'est pas vraiment une stat avancée, c'est juste à quel point tu produis. Donc là-dessus, bah oui, lui il produit beaucoup, donc il va être très haut. Le win share, enfin, comment dire, on peut y aller une par une, mais c'est vrai que les stats, tu vois, par exemple, le box plus minus, c'est aussi une stat qui, c'est l'équation d'un mec dans son coin, et notamment dans le box plus minus, ils ont dit, bah, une passe pour un pivot, ça va être x8, alors que pour un meneur, c'est x1, parce que c'est plus dur pour un pivot de faire des passes. Ouais, voilà. Bon, c'est un peu relique d'un ancien temps, quoi. Et quel est, ça aide aussi à booster les scores au box plus minus de Jokic, de Sabonis, de Sengun, etc. Donc c'est aussi pour ça, en partie. Bref, enfin, en gros, je pense que les modèles sont assez imparfaits et il faut pas non plus les prendre au pied de la lettre. D'ailleurs, il y a une année où on avait Will Barton qui était 4e. Je crois que c'était au VORP, ou si je dis pas de bêtises, ou enfin une stat all-in-one qui était sortie et c'est Will Barton était 4e. On s'était dit ah ouais, ok, c'est un peu bizarre quoi. En tout cas, les créateurs de ce genre de stats disent c'est aussi ce genre d'exemples qui nous servent à voir qu'est-ce qui marche pas et comment est-ce qu'on peut mieux faire quoi. Mais comme tu dis, je te rejoins sur le côté compromis et finalement, c'est ce qu'on a bien vu en playoff d'ailleurs, c'est qu'en saison régulière, ces stats-là vont refléter une belle emprise sur le jeu parce que c'est le cas, mais arrivant en playoff, l'emprise elle est peut-être un peu moins et notamment un joueur comme Sabonis, il n'a pas de spacing loin de l'action, mais même avec le ballon, Golden State le respectait pas, il y a tous les compromis défensifs, etc. Donc oui, faut dire que les mesures qu'on a sous les yeux, par exemple, il y en a beaucoup qui prennent en compte la production individuelle du joueur d'une manière ou d'une autre, calculée d'une manière ou d'une autre, reformulée d'une manière ou d'une autre. Mais en effet, l'impact, il va au-delà de simplement qu'est-ce que le joueur est capable de produire balle en main, quoi. Si je m'exprime un peu bien, j'espère que je le fais en tout cas. Mais voilà. Après, je pense que je suis quand même plus haut qu'une certaine moyenne. Alors je sais pas, mais tu vois, par exemple, Ben Taylor, lui, il le sac carrément, il dit bon bah Sabonis, je vais même pas le mettre All-Star chez moi parce que en playoff on sait qu'il y a des difficultés. Donc je trouve que c'est un peu exagéré aussi parce que voilà, la valeur c'est pas que le playoff non plus quoi. Ouais, c'est sûr. Mais bon. Cela dit, il était pas si bas que ça quand même dans le top 100 de l'été dernier, non? Je sais plus.
Non, et puis là, il est dans l'épisode qu'on avait fait sur les All-Stars, sur la Kobe Lab, je crois qu'il était genre, on l'avait mis 25e ou 26e, quoi. Il était 25e, ouais, il y avait 24 places et il était 25e. Il aurait pu rentrer, c'est vrai, il aurait pu rentrer. Question de Sixela qui nous dit à quel point le fait que Chet Holmgren et Cason Wallace ont des chiffres d'efficacité très importants pour des rookies, les deux sont à 109 de true shooting plus, est dû à leur rôle dans le contexte collectif du Thunder. Qu'est-ce que t'en penses, Baptiste? Je pense qu'il faut un peu dissocier les deux, c'est-à-dire que Cason Wallace, c'est évident que c'est dû à son rôle. Il est dans le 99e centile en termes de fréquence de tirs pris dans le 3 à 3 points dans le corner. 100% de ses tirs à 3 points sont assistés. Donc on est vraiment sur un joueur qui profite des décalages créés auparavant et qui est vraiment, même s'il y a des flashs de playmaking, enfin des flashs, non pas vraiment des flashs, mais des séquences balle en main assez intéressantes, on est sur un scoreur qui profite du système global d'OKC. Là où Chet, on est plus sur une anomalie et c'est beaucoup moins dû au système. Et c'est même un peu surprenant parce que pour le coup, enfin, personnellement, moi, je l'attendais pas du tout à ce niveau de responsabilité / efficacité. Pour le coup, ouais, Cason Wallace, c'est plutôt un rôle réduit, donc le rôle joue grandement. Il joue comme un peu un Bruce Brown, hein, pour le coup. Le Bruce Brown, poseur d'écran des Brooklyn Nets, etc. Pour Chet, c'est vrai que je pense que la question revient beaucoup aussi par rapport à Wembanyama, en fait. Il y a un aspect qui dit, tu sais, Chet, il est aussi plus efficace parce qu'il est à OKC, moins de responsabilité, l'équipe est meilleure que Wembanyama qui est aux Spurs et qui est tout seul. Et je pense qu'en un sens, ça joue, le contexte. Mais il n'y a pas que ça, en fait, pour moi, je trouve. Parce que Chet Holmgren, je suis pas sûr que Chet Holmgren, si tu le mettais aux Spurs, il tenterait autant, il ferait autant, il créerait autant. Alors, peut-être que je me trompe, mais je pense que ça fait aussi partie de l'équation. Et notamment, c'est aussi la caractéristique d'un Wembanyama. C'est aussi pour ça qu'on a pas mal de highlights extrêmement impressionnants. C'est qu'il tente beaucoup, en fait. Wembanyama, il tente beaucoup. C'est Antoine Tartrou qui en parlait déjà l'an dernier et qui se posait la question de à quel point. Je sais pas s'il il me l'a posé à moi en privé ou s'il l'avait parlé dans un podcast, mais il y a un aspect avec Wembanyama qui était aussi de beaucoup tenter, et on le voit, hein, c'est pour ça que il y a des highlights impressionnants, il y a des pull-up à 3 points sur une jambe impressionnants, mais il y a aussi une efficacité qui du coup est pas très bonne, quoi, qui est au niveau de la moyenne, je crois. Là où Chet Holmgren c'est plus sobre, et je pense qu'il y a aussi un côté où certes peut-être qu'il aurait plus de responsabilités ailleurs, mais en même temps je pense pas qu'il forcerait non plus la création. Voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il y a aussi une donnée un peu intrinsèque aux joueurs sur le répertoire, quoi. Je pense pas que un joueur, un role player total, tu le mets dans une équipe d'élite, il est que finisseur, et dans une autre équipe où il y a un vide, il devient créateur majeur. Oui, Je pense pas. Je pense qu'il y a des petites nuances, mais parfois on surestime un peu cet aspect-là, je trouve. Oui, je suis d'accord qu'il y a un côté, mais même, enfin, un côté un peu naturel et jeu naturel d'un joueur qui Oui, c'est ça, qui ouais. fait ouais, la part du joueur. Et même pas forcément en NBA, mais enfin, je pense à tout niveau. Il y a des joueurs qui sont plus, qui ont plus la fibre du passing, entre guillemets, qui ont plus la fibre de tenter des choses un peu folles. Et donc, voilà, je pense que voilà, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis pas sûr non plus que Wembanyama, alors peut-être que si, hein, mais que Wembanyama, pardon, que Chet Holmgren serait testé beaucoup au poste bas, beaucoup en isolation, dans une équipe moins forte. Alors peut-être que oui, mais je suis pas sûr non plus. Mais bref. Question de Logan, quel est votre role player préféré all-time et pourquoi? Celui que vous estimez le plus fort. Et il précise 20% d'usage max en carrière et jamais all-star. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il définit un role player. Quel est ton role player préféré all-time? Du coup, j'en ai deux. J'en ai un dont j'ai un peu Ouais. plus, on va dire, vécu la carrière. C'est Nicolas Batum, que j'ai toujours trouvé Ouais. assez incroyable. Batum, il a jamais fait 20% d'usage. Du coup, c'est en carrière, c'est jamais plus ou c'est la moyenne en carrière? Je crois que c'est jamais plus, ouais. Je crois, hein. Je Aïe, crois. aïe, 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 aïe. Il y a quelques saisons, quand même, Batum était quand même un peu créateur, quoi. Mais je peux te le compter un peu si tu Et veux. l'autre, du coup, faudrait que je vérifie aussi. Mais ouais, il a une saison à 24%, punaise, Batum. Mais l'autre que j'ai un peu découvert, du coup, quand on faisait, enfin, quand je fais ma série. Quand j'essaye de retracer un peu et d'évaluer le vrai niveau des joueurs, c'est vrai que Boris Dio,
En fait, du coup, je l'ai croisé beaucoup de fois parce que du coup, j'ai essayé de faire Manu Ginobili, j'ai essayé de faire Steve Nash. Même quand on fait Garnett, bah, du coup, il y a forcément des séries aussi face à Boris Dio. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est, c'est, c'est le basket pur que j'aime, quoi, entre guillemets. Oui, comme disait Nico sur la centaine, notre top 100 des années 2010, c'est, comment disait, le joueur le plus utile de l'ère moderne, le role-player le plus utile, le plus précieux de l'ère moderne, avec une polyvalence des deux côtés du terrain, un match-up des deux côtés du terrain constant. Moi, il y a un nom qui me vient en tête de suite, c'est Wesley Matthews, que j'ai toujours beaucoup aimé. Après, peut-être, est-ce qu'il a peut-être flirté avec les 20% à un moment donné? Mais j'ai toujours beaucoup aimé Wesley Matthews, moi, de mon côté. Après Draymond Green, mais est-ce que Draymond Green c'est un role player? Ah non, il a été All-Star, donc ça compte pas. mais ouais, j'aimais beaucoup aussi PJ Tucker dans ses belles années, Ah, à Miami notamment. L'année à Miami où il est pas que défenseur, il est aussi un peu connecteur en attaque. J'aime bien ce genre de profil. J'essaie de réfléchir un peu, mais c'est vrai que ouais, il a quand même pas mal, mais qui me viennent de suite, c'est ça. Ouais. Wes Matthews, j'aime beaucoup. Moi. ok, ok. Question de Yoka qui nous dit Houston pas assez fort pour le play-in, mais a priori pas assez nul pour avoir son pick à la draft, protéger top 4. Quelle stratégie adopter sur cette fin de saison, Baptiste? C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un peu. Houston, ça sent pas très bon depuis un mois ou deux. C'est la soupe à la grimace. Euh, je pense que, en plus, je l'ai dit juste avant qu'on tourne l'épisode, mais j'en ai un peu parlé avec d'autres gens, d'autres fans des Rockets. Mais je pense que le côté intéressant de cette fin de saison, il serait dans le côté tester Amen Thompson le plus possible. Parce que enfin, j'imagine que c'est comme ça qu'ils réfléchissent parce que aujourd'hui on ne sait pas trop sur qui compter dans le projet, à part Sengun et Jabari Smith en gros, parmi les jeunes. Et c'est vrai que du coup Amen Thompson il montre des choses intéressantes. Je trouve que défensivement bah, c'est génial, surtout à côté dans le dernier match là j'ai pas vu en entier donc j'ai pas voulu en parler, mais on voit des séquences où il est vraiment placé le plus proche du panier possible, presque avec beaucoup de pré-switch, etc. Et c'est dans une démarche où ça permet à Alperen Sengun d'aider Alperen Sengun. Donc c'est intéressant. Et offensivement, c'est une question de savoir à quel point ce fit est viable. Je pense que c'est ça l'intérêt de la fin de saison des Rockets, c'est parce que moi je suis très très bas sur en fait, leur fit offensif. Pour moi, c'est impossible à l'heure actuelle. Mais pour moi, c'est quelque chose qu'il faut essayer au moins. Et donc, bah, peut-être que dans cette fin de saison, il est là l'intérêt, je dirais, je trouve personnellement, quoi. Donc tu les vois tester des jeunes, quitte à perdre, et quitte à perdre, mais sans avoir le pic au final. Parce qu'on rappelle que le pic part à OKC, sauf s'il est top 4. J'ai du mal à les voir tanker, peut-être à la toute fin de saison, mais j'ai du mal à les voir tanker avec ce coach-là et cette envie d'être compétitif. Donc j'ai du mal à les voir vouloir perdre des matchs actuellement, mais peut-être que ça arrivera et peut-être qu'en effet on va avoir une opération de tanking en se disant il faut qu'on augmente nos chances à la loterie de monter et d'avoir un top 4 quoi, pour garder le pic. C'est possible, mais ouais, c'est un peu compliqué en ce moment à Houston. Ils sont tombés 12e de conférence. Le play-in s'éloigne un peu, comme dit, mais c'est pas non plus, c'est pas définitif, mais ça s'éloigne quand même vachement. Bref, question de Espadrille 1250. Pour vous, pour quel joueur a-t-on le plus grand écart entre le niveau de jeu et le storytelling? Je vais pas dire le nom qu'il a suggéré. Donc c'est à moi de le dire là, c'est ça? Ah non, mais si tu l'as lu, bon, il dit et pourquoi Kobe Bryant? Mais non, question ouverte. Quel est pour toi le joueur où il y a le plus grand écart entre niveau de jeu et storytelling? Punaise, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Kobe, ouais, peut-être. Non, moi je passe à Iverson surtout. Iverson, parce que je pense qu'à Iverson, il y a une portée culturelle aussi qui est très marquante et même en termes d'émotion, c'est quelqu'un qui a énormément marqué les gens et ça, on peut pas leur retirer l'émotion qu'ils ont eue et le symbole, il est réel, encore une fois. Il faut séparer l'aspect sportif et l'aspect hors terrain, on va dire, ou en tout cas impact. Et dire que le sportif a été moins bon que l'impact vraiment émotionnel, ça veut pas dire que ça n'a pas existé, quoi. Mais bref, j'espère que je suis pas trop brouillon. Mais ouais, je pense que Iverson, ouais, pas mal. Iverson, pas mal, parce que c'est aussi un joueur à compromis. Peut-être un joueur qui a eu une fin de carrière aussi compliquée, mais Melo, dans un Melo, c'est sens. pas mal, ouais.
Oui. Parce qu'il y a mais il a pas tellement de storytelling comme à Iverson. Il a pas cette part vraiment culturelle comme à Iverson, je trouve. Ouais, enfin, Melo, il y a quand même des gens qui disent qui était le meilleur scoreur à l'époque entre Carmelo Anthony et Kevin Durant, quoi. Ouais. Il y en a pour qui c'est une question. Donc, il y a quand même un narratif pas mal autour de lui, quand même. Westbrook a un sacré storytelling derrière lui aussi. Si tu le dis. Si tu le dis. Mais non, mais on parle quand même de très bons joueurs. C'est juste que des joueurs sur qui il y a peut-être une légère exagération. Mais on parle de très très bons joueurs. Mais peut-être. Et sur une question précédente concernant votre role-player all-time préféré, pourquoi n'avez-vous pas répondu Marcus Smart ou Ron Harper? Marcus Smart, ça compte en role-player? Je sais pas. 20% d'usage. Il les a jamais eu? Il y a quand même beaucoup de responsabilités offensives pour moi, Marcus Smart. Mais ouais. Mais ouais, ok. Question de Timothée. Pour ou contre des playoffs sans système de conférence, c'est-à-dire des équipes à l'ouest sachant que des équipes à l'ouest vont pas le faire cette année en étant meilleures que certaines équipes du top 8 à l'est. C'est ce qu'on disait en préparation hors antenne là tout à l'heure, Baptiste, avant d'enregistrer. Nous avons Chicago qui va faire le play-in avec 26-30 actuellement. Un bilan négatif et ils sont dans le play-in. Avec des mots doux, on le disait évidemment, mais oui. Du coup, moi, je pense que je suis pour. Je suis pour parce que pas d'un point de vue fan, en fait, on a juste envie de voir les meilleures équipes possibles, assez simplement. Ouais. Après, est-ce que tu es prêt à laisser tomber un peu la tradition du Est contre Ouest? Il y a ça aussi. Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Il y a un côté tradition. Après, je comprends aussi le côté, cette année, on a des équipes Ouest qui vont aller en playoff et tout. Bon, je comprends, mais après, est-ce que c'est pas la faute du play-in aussi? Tu vois, si on prenait l'ancien format, le 8e, c'est Miami qui a 30 victoires et 25 défaites, bilan largement positif. C'est pas choquant, quoi. Enfin, je sais pas, mais après, faut savoir aussi que pourquoi est-ce qu'on avait ça à l'époque? Parce que la NBA et le monde n'étaient pas autant développés, donc faire des trajets longs de la côte Est à la côte Ouest, qui est immense, un immense pays, c'était pas si simple, donc c'est pour ça qu'on a fait aussi des systèmes de conférences, pardon. Mais sauf qu'avec les avions, c'est plus rapide. Donc, notamment, c'est pour ça qu'on a fait évoluer le format des finales. On était avant, vous savez, en 2-3-2. Et désormais, on est en 2-2-1-1-1, comme toutes les autres séries de playoffs. Parce que, oui, aujourd'hui, c'est plus facile de se déplacer rapidement. On pourrait argumenter que, oui, finalement, pourquoi pas faire un Portland-Orlando au premier tour des playoffs. Aujourd'hui, ça ferait un avion qui irait... voilà. Il y a le confort, il y a la vitesse, pourquoi pas. Je sais pas. Moi, c'est surtout le côté tradition. J'aime bien. Je sais pas. J'aime pas changer. Je sais pas. Moi, si je changerais un truc, c'est peut-être le play-in, mais bon. Je vais pas le dire trop fort. Je ne sais pas. Quoique non, sans le play-in, on n'aurait pas eu Miami en finale. Ça aurait été dommage. Un avis sur les Hornets. On en a parlé aujourd'hui d'ailleurs, le hasard du calendrier. Question de Timothée toujours. Plusieurs saisons qu'ils sont au mieux, très moyens, et les perspectives sont pas hyper joyeuses pour redevenir compétitifs. Quel signe d'optimisme? Lamelo, Brandon Miller. Bien oui, je crois qu'il les a cités. Ça y est, d'où les signes d'optimisme. Voilà. Non, mais ouais, c'est vrai que en plus, même Mark Williams qui avait fait 2-3 matchs assez intéressants l'année dernière, finalement, on n'a pas vraiment de confirmation, etc. Après, le duo est plutôt cool. Lamelo, Brandon Miller, et jusqu'où tu vas, quoi, je sais, c'est pas non plus ultra excitant, quoi. Après, tu vas sans doute avoir un autre pick de draft cette année, donc ça te fait potentiellement un trio de jeunes intéressants et qui peut être excitant. Mais pour le coup, personnellement, j'aime bien les décisions qui sont prises, à part concernant Miles Bridges, mais quelque part, c'est pas de leur faute. Mais j'aime bien les décisions qui sont prises par le nouveau management des Hornets. Au moins, il se passe des choses. Il se passe des choses, mais il n'y a quand même pas beaucoup de trucs très inspirants pour l'instant, quoi, on va dire. Mais ouais, est-ce que le risque, c'est pas que Lamelo s'en aille avant que l'équipe ait accumulé pas mal d'assets? Je ne sais pas. Alors, mais après, il y avait aussi l'épisode, tu sais, avec Kenny Atkinson qui devait venir. Donc un coach jeune, frais et compétent, avec cette jeune équipe des Hornets. Et bon, finalement, il n'est pas venu. C'est un peu déprimant. On verra par la suite. Question de Dime Zhao, les Warriors qui gagnent les matchs. Mais quel est leur secret, Baptiste? Bon, leur secret, on a sorti un podcast qui s'appelle Le secret des Warriors. Allez l'écouter si ça vous dit. Merci de la question, merci de la passe décisive pour la pub, Dime Zhao. Et puis question de Bamzerito. Comment expliquer la différence d'implacabilité au scoring entre Giannis et les autres mégastars une fois les playoffs arrivés? Uniquement par le manque de jump shot ou y aurait-il d'autres aspects tactiques, techniques? waouh, sacrée question, belle question. Mais je pense que
évidemment qu'il y a le côté jump shot, mais il y a le côté aussi, comment dire, diversité offensive autour de lui. Et le côté où son registre, et je dis pas ça dans un sens où c'est de sa faute, mais son registre est un peu plus prévisible que d'autres stars aussi, parce que à part Lillard, il a jamais eu ce porteur de balle capable de créer aussi beaucoup de décalage pour lui, quoi, quelque part. Bah, je pense que la raison elle est simple, c'est que quand Giannis, enfin, ça se transpose pas aussi bien en playoff, parce qu'en playoff les défenses sont plus resserrées, meilleures aussi pour le coup. Hein, n'oubliez pas qu'en playoff, vous affrontez des équipes dans le top 16, plus particulièrement parfois dans le top 10, ou plus on monte en grade, Ouais. top 5 parfois, en termes d'équipe. C'est pas pareil. Et puis surtout, je pense qu'il a toujours aussi beaucoup forcé. En tout cas, j'ai toujours été frustré de voir à quel point est-ce qu'il voulait être un peu le Giannis balle en main. Or, ce sont des schémas faciles à contrer et qu'on voit depuis X années. On fait un mur contre Antetokounmpo. Quand Antetokounmpo veut jouer au porteur de balle, en tête de raquette ou à 3 points, on fait un mur, le fameux mur, comme d'habitude, où on bouche l'espace en fait. Et donc, c'est pour ça que le fameux le drive implacable qui passe souvent en saison régulière, il passe moins bien en playoff contre des défenses préparées et des défenses d'élite. Donc il y a ça, le fait qu'il y a ça et que surtout il veut beaucoup jouer là-dessus quoi. Il veut beaucoup jouer là-dessus. Alors comme tu dis, il n'a pas eu un porteur de balle d'élite à côté de lui souvent, donc on l'a pas vu autrement. Mais j'ai toujours trouvé qu'il revenait un peu trop sur ça. Et donc c'est ce qui fait que oui, il a un style de jeu en tant que porteur de balle qui se transpose peut-être pas aussi bien que d'autres. Et comme en plus il insiste avec, ça, peut-être que ça explique ça. Mais oui, c'est un profil largement imparfait qui mériterait une plus grande diversité tactique, peut-être on pourrait dire. Mais voilà. Autre question, quel est pour vous le nouvel avantage concurrentiel à avoir en NBA maintenant que tout le monde prend des 3 points? Ouf, large question, large question. Et intéressante parce que pour moi, il n'y a pas qu'une réponse. Et il y a en fait plusieurs pistes, entre guillemets, qui sont, je trouve, exploitées par différentes équipes et de différentes manières. Par exemple, tu peux avoir une équipe comme par exemple les Knicks, que je connais très bien, qui parie sur l'avantage de la bataille des possessions. C'est-à-dire, vu qu'on a... En fait, l'avantage un peu structurel, c'est d'avoir plus de possessions que l'adversaire. Et je crois qu'ils sont, les Knicks sont premiers au rebond offensif et défensif de NBA. Donc tu peux avoir ça, tu peux avoir l'avantage aussi de créer aussi un avantage de plus de possession en créant beaucoup de pertes de balles, par exemple. Tu peux avoir un avantage, en fait, tu peux en avoir plein et tu peux aussi en avoir un vis-à-vis de juste la qualité de tir que tu trouves par le coaching. Et je pense que c'est un point que tu voulais souligner. Oui, non, mais effectivement, il y a le jeu des possessions, donc c'est-à-dire que on peut avoir plus de cartouches que l'adversaire, ça sert pour marquer plus de points, de tirer plus souvent. Mais oui, comme tu dis, peut-être que l'avantage concurrentiel qui existe encore en NBA, c'est le mouvement, en fait, c'est la tactique, c'est le jeu. Et finalement, maintenant que tout le monde a un spacing, comment est-ce que tu joues dans ce spacing? Est-ce que juste tu donnes la balle à ta star un peu statique, un peu isolation, un peu pick and roll, ou est-ce que tu joues beaucoup, tu fais du mouvement et tu arrives à provoquer plein de choses. Et là où un pick and roll, ça des situations un peu statiques, compliquées parfois, où tu as aussi un coup d'opportunité parce que tu n'as pas beaucoup d'opportunités qui surviennent dans la position. Alors que quand tu joues, quand tu bouges beaucoup de partout, tu fais 3000 actions, tu fais un dribble and off et puis tu renverses vers un autre pick and roll et puis tu attaques le close-out, etc. Tu as plein de petites opportunités qui se présentent partout dans la possession. Donc, ouais, peut-être que le coaching aussi reste un des plus grands avantages concurrentiels à avoir en NBA, paradoxalement, enfin coaching, mouvement, on va dire, le mouvement, peut-être pour le formuler comme ça. Et puis, quels sont les 3 plus gros red flags pour un jeune d'après vous, un jeune joueur d'après vous? Alors, prenons Shabazz Mohamed. Qu'est-ce que Shabazz faisait de mal? Non, je dirais sans doute le QI basket, je pense. Qui se travaille pas trop, en fait. Ouais, c'est ça. Et on a rarement des joueurs d'élite qui, très jeunes, étaient très limités au QI basket et aux instincts. Donc, il y aurait ça. Après, j'ai aussi envie de dire, quoique, je sais pas, là, le côté implication ou la défense, peut-être, je sais pas. Ouais. Pour moi, les 2 trucs qui se travaillent pas vraiment, c'est le côté, du coup, un peu tout ce qui est QI, basket et du coup, pour moi, ça va un peu dans les lectures aussi défensives, tu vois.
Ben, c'est un grand Oui. mot, en fait, le QI basket. Mais voilà. Et l'autre truc qui se travaille pas vraiment, et un cas qui illustre bien, c'est RJ Barrett, mais c'est finalement le toucher vraiment. Le toucher de balle et le. Ou peut-être que c'est pas un red flag, mais c'est quelque chose sur lequel on passe facilement pour un jeune et qui, en fait, je trouve, est très dur à travailler. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Donc on peut concrètement le steal percentage, le free throw percentage. Donc le steal percentage, c'est le pourcentage d'interception. Si un joueur a pas trop le côté cérébral, bah, il va pas pouvoir faire beaucoup d'interceptions. L'assist percentage, ou le nombre d'assists peut-être. Non, pas l'assist percentage, pardon, j'ai dit une bêtise. Ne prenez jamais l'assist percentage. Les stats d'assist pertinentes. Si un joueur fait très peu de passes, c'est un gros red flag. Et puis aussi, comme tu dis, peut-être le toucher, donc soit finition au panier, soit lancer franc, peut-être. Si vous avez un joueur qui est mauvais au lancer franc, en tant qu'extérieur, en tant que shooter, qui fait très peu d'interceptions et qui fait très peu de passes, a priori, il y a peut-être un red flag. Hein, c'est pas pour dire, mais éventuellement. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.